Fleur d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager avec vous mon échange avec maître Eleonora Perrotta. Eleonora est avocate au barreau de Paris depuis 2019, mais c'est d'Italie qu'elle nous vient. Et ce que vous identifierez assez rapidement à son très charmant accent, même si je dois reconnaître que son français est absolument impeccable. Elle pratique tout particulièrement le droit pénal des affaires et le contentieux civil et commercial. Elle vient juste de terminer sa collaboration, qui était une collaboration épanouie au sein du cabinet de Guillen Schmitt et Associés. Mais voilà, elle en parle dans son interview, son départ pour la Réunion pour suivre son amoureux qui va pour le travail, et bien motive en partie cette fin de collaboration, ainsi que d'autres projets dont elle parle, même si quelque chose me dit que si elle avait voulu les mener à bien dans le cadre de sa collaboration, ça aurait été possible, puisque ce sont des projets liés à la danse. Eleonora est une danseuse et elle vous parlera de comment est-ce qu'elle a mené sa double vie jusqu'à maintenant. Et il se trouve que justement c'est son ancien patron, maître Guillaume de Guillen Schmitt, qui l'a recommandé et je l'en remercie. Et au moment où il l'avait recommandé, il m'avait écrit un petit message pour me parler d'elle et de son parcours très inspirant. Et donc voilà, donc quelque chose me dit qu'il aurait fait de son possible pour pouvoir continuer à travailler avec elle si ça avait été le sujet de rester en France. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est une interview qui est intéressante à plein de points de vue. Et je trouve aussi intéressante par la situation particulière dans laquelle se trouve Eleonora actuellement, puisqu'elle est en pleine période de transition. Rien n'est défini quant à la suite de son exercice. Comment est-ce qu'elle va exercer à La Réunion? Est-ce qu'elle va chercher une nouvelle collaboration? Est-ce qu'elle va plutôt développer sa propre clientèle? Je ne sais plus si elle en parle dans son interview, mais même en termes de développement, elle a plusieurs idées en tête, donc ça fait aussi partie des questions. Bref, rien n'est défini quant à la suite de son exercice. Elle n'est pas partie par dépit, donc c'est un moment qui est à la fois plein d'incertitudes et à la fois plein d'excitation et plein de joie. Je trouve que ça s'entend et ça donnera peut-être, ça fera peut-être écho surtout à celles et ceux d'entre vous qui êtes aussi dans une période de transition ou au moins dans une période de réflexion à la transition. Voilà, en plus de tous ceux qui aiment les parcours un petit peu chahutés, c'est pas tellement le mot, mais en tout cas remplis de péripéties, puisque entre son arrivée d'Italie, sa double vie et là aujourd'hui son départ pour l'île de la Réunion, c'est vrai qu'on est sur une vie mouvementée. Eleonora est une danseuse et donc sa vie est pleine de mouvements, ça ne surprendra personne. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp des auditeurs de Fleur d'avocat. Alors c'est amusant parce que il y a des gens qui me disent mais c'est quoi ce groupe WhatsApp? Et je leur dis en fait ce groupe WhatsApp est réservé à celles et ceux qui prennent le temps d'écouter les introductions. Finalement je me rends compte que c'est surtout ça puisque je n'en parle presque qu'ici en introduction. Donc si vous écoutez ce podcast et que pour la première fois vous écoutez l'introduction ou que pour la première fois vous écoutez ce podcast tout simplement avec l'introduction, sachez qu'il y a un groupe WhatsApp des auditeurs de Fleur d'avocat que vous pouvez rejoindre en écrivant un email à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr. Vous recevrez automatiquement une réponse avec un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Eleonora Perrotta. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Merci à toi de me recevoir ici. C'est un grand plaisir. Alors raconte-moi Eleonora, comment tu es devenue avocate? Alors, c'était... c'était juste des circonstances, des opportunités. Du coup, je suis italienne. Oui. Donc ça, c'est, vu mon nom et prénom, on comprend bien ça. Et donc, j'ai fait toutes mes études en Italie. Oui. J'ai commencé à la Sapienza à Rome. Ouais. Le droit. Pourquoi est-ce que tu as fait du droit? Et voilà, j'ai fait du droit.
La vraie raison, je vais pas mentir, c'est parce que c'était une fac que j'aimais bien, parce que c'était une université, la Sapienza, qui est très réputée en Italie pour avoir eu des grands professeurs qui étaient aussi des grands hommes politiques italiens. Et surtout parce que la faculté de droit à la Sapienza était pas un numerus clausus, donc j'avais pas de concours à passer. Et que j'avais pas l'obligation d'aller en cours. Parce que comme on est 3000 ou 4000 la première année, je savais que je pouvais passer mes examens de mon côté et continuer à danser parce que voilà, je dansais depuis mes 4 ans et que j'avais déjà instauré ce parallèle danse-études depuis toujours. Et donc, T'as fait un genre de sport-études ou un truc comme ça? Je sais, en France, il y a des espèces de parcours aménagés pour les semi-sportifs de haut niveau, enfin, tu vois, les jeunes sportifs un peu de haut niveau, où ils ont des agendas, des emplois du temps, on dit, aménagés pour qu'ils puissent vraiment se dédier à leur art ou leur sport en parallèle, faire les compétitions qui vont avec et tout. Toi, t'as fait un équivalent en Italie? Non, en Italie, ça n'existe pas. J'ai discuté justement avec le directeur du TSF. C'est le centre national, en fait, où s'entraînent les champions de France en escalade et en basket, parce que je vais en stage chez eux régulièrement l'été. Et ils ont effectivement mis en place ces horaires aménagés. En Italie, ça n'existe pas. J'ai juste eu la chance que, en fait, les après-midi, on n'allait pas à l'école, parce que nous, on fait, c'est vraiment pas le même système. Mais du coup, au lycée, on fait 5 ans. Et c'est que les matins, y compris le samedi, mais au moins l'après-midi, on est libre. Et c'est pareil pour le collège et pour la maternelle. Donc, tous les après-midi, j'étais à la danse. Donc, c'était ma façon d'aménager mon temps. Et ensuite, à l'université, quand j'ai quitté ma petite ville de province, je suis arrivée à Rome et j'étais prise au ballet le ballet de Rome. Pas l'opéra de Rome, c'est indépendant, c'est plutôt contemporain. C'est un peu l'équivalent de la compagnie Chaillot, par exemple, des choses comme ça? C'est plutôt CND. Centre national de la danse. Voilà, Okay. c'est plus petit, hein, évidemment. Mais du coup, c'était 6 heures par jour, de 14 heures à 18-19 heures. Ça, t'es pris sur concours? Oui, sur dossier. Sur dossier? Sur dossier, et j'avais ma prof en fait de Viterbo, de là d'où je viens, qui m'avait qui avait appuyé ma candidature pour passer. J'étais avec une amie, et donc c'est pour ça que mes parents ils m'ont dit il faut absolument que tu fasses l'université, c'est important, t'es une élève modèle, c'est pas possible que tu continues pas tes études. Et j'ai dit ok, mais par contre je veux danser, donc je voulais faire ingénierie chimique, mais il y avait cette obligation d'assister aux cours, et du coup, je me suis retrouvée en droit. Tu as pris des études où tu n'avais pas besoin d'aller en cours pour pouvoir travailler de ton côté et faire tes 6 heures de danse par jour, c'est ça? C'est ça, oui. C'est okay. ça. Et comment ça se passe, du coup, ce double cursus droit-danse avec 6 heures de danse par jour plus tes études? Et ça se passe bien. Sauf que la deuxième année, du coup, j'ai eu un petit accident, c'est-à-dire j'ai eu une arthrose de la hanche, ce qui est assez fréquent dans le milieu. Et du coup, j'étais alitée pendant 6 mois. Et j'ai pas pu du coup finir ma deuxième année de formation au ballet de Rome. Mais par contre, comme j'ai toujours énormément travaillé et que j'arrivais pas à rester alitée, parce que je suis quand même quelqu'un de très très dynamique, un peu trop parfois, et du coup j'ai avancé tous mes examens de la troisième année. Je les ai fait en 6 mois, parce que de toute façon, j'avais rien à faire. Donc, j'étais en train de lire mon droit privé, international, droit commercial. C'était 2400 pages, parce que en Italie, il n'y a pas besoin de cours parce que tu étudies sur un livre, sur un manuel. Et après, l'examen, c'est que des euros. Et du coup, j'ai tout avancé. Je suis arrivée en décembre, que j'avais déjà fini ma troisième année. Et donc, en fait, parce que tu sais, en France, on peut pas, il n'y a pas ce système un peu à la carte où si on veut s'avancer sur une matière, enfin, si la matière, elle est en troisième année, bah, t'attends ta troisième année, quoi. Au mieux, tu t'avances, mais c'est des révisions. C'est pas, tu coches ton examen, il est derrière toi et t'as pris de l'avance. En Italie, ça, c'est possible? C'est possible pour certains examens. Okay. En fait, si on passe, par exemple, le droit privé 1, on accède au droit privé 2, et il suffit de l'avoir, le premier examen, pour pouvoir faire le deuxième, peu importe si tu le fais en quatrième année, en cinquième année, en deuxième année. Par contre, il y a certains qui effectivement étaient bloqués, donc il m'en restait 2. Et donc à ce moment-là, je n'allais pas forcément très bien. Mon père m'a dit, voilà, il y a un stage à Perpignan, il y a une bourse européenne
pour des jeunes. Vas-y, applique. Comme ça, tu vas pouvoir partir un peu. Ça va te changer les idées. Après, tu vas reprendre les études. Et donc, je débarque à Perpignan. Parce que du coup, j'ai été prise sur cette bourse européenne. C'était une bourse pour faire quoi? En fait, c'était comme un Erasmus, mais ça s'appelait Safari Job. Donc, en fait, on avait 1 mois de cours de langue, parce que je parlais pas français à l'époque, j'avais 22 ans. Et 1 mois de langue française et 3 mois de stage en entreprise. Et donc, je voulais absolument changer le monde. Et donc, j'avais choisi du droit de l'environnement alors que je n'en avais jamais fait. Et j'étais finie dans une boîte qui faisait des installations photovoltaïques et de l'assainissement. Voilà. Et du coup, c'était ma première expérience en France. Ce qui m'a permis quand même d'avoir une première base de français qui était quand même pas terrible non plus parce que un seul mois de langue c'est pas suffisant et retourner après cette expérience. Et attends, et pendant cette année du coup en France à Perpignan, ça a duré 1 an, c'est ça? Non, 4 mois. 4 mois. Ouais. T'as continué à danser ou tu pouvais pas à cause de ta hanche? Je pouvais pas. T'étais toujours bloquée sur la hanche, ouais. Ça a pris 2-3 ans pour s'en remettre. Ah ouais. Ouais. Comment t'as vécu ces 2-3 ans sans danse? C'était terrible. La danse, c'est mon plus grand amour, je pense, de la vie. Hein. Mon premier souvenir d'enfance, c'est une salle de danse et j'ai jamais arrêté, sauf pour des causes qui sont extérieures vraiment et à ma volonté. Je ne pourrais pas, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans la danse. Et du coup, c'est pour ça que après Perpignan, l'idée de revenir à Rome et avoir un quotidien qui ne comportait pas la danse juste à la fac, c'était trop pénible pour moi. Et du coup, j'ai dit non, mais là c'est bien. Je suis partie une fois, sachant que j'avais déjà vécu aux États-Unis quand j'étais jeune, donc en fait j'étais habituée. Mon père, il est militaire, donc j'ai toujours énormément bougé. Ça me dérange pas du tout, au contraire, j'adore changer de culture, de monde. Je me sens très à l'aise avec les langues et tout. Et du coup, je dis, voilà, c'est bon, il faut que je bouge. Et j'ai vu qu'il y avait un programme de double diplôme avec Assas, donc, qui était organisé. Et je dis, bingo, de toute façon, j'ai déjà fait tous mes examens de la 3e année. J'ai plus qu'à passer le concours. Genre, ce concours, c'était un jury, une commission qui évaluait les candidats. Il fallait avoir une moyenne, il fallait être un bon élève. Et il fallait parler français, évidemment. Donc, j'ai passé cette audition, ce concours. Et par contre, je suis arrivée 5e sur 4. Parce que tous les autres, en fait, ils étaient à connaissance de ce double diplôme depuis leur première année. Et moi, j'ai juste lu par hasard, en fait, sur un bulletin de la fac. En plus, la fac n'est pas très organisée, c'est pas du tout comme un SAS. Et du coup, je connaissais personne, je connaissais pas la directrice du programme. J'ai vraiment débarqué en touriste après mon expérience à Perpignan. Et donc, j'avais 5e sur 4. Et le destin a voulu que le premier, qui était vraiment le génie de l'université. Alors, vraiment, il a un destin incroyable. Il n'était pas assez aventurier pour partir à Paris, même s'il reste quand même un garçon brillant. Et sûrement, maintenant, il est avocat, il est brillant. Mais le fait est qu'il m'a laissé sa place. Trop bien. Et du coup, ils m'ont dit ça je pense que c'était la première semaine de septembre, par contre. Et le début des cours, c'était le 20 septembre. Donc, sans appart, sans rien, je suis partie à Paris. Tu débarques à Paris. Ok. Et là, t'as toujours la hanche qui t'empêche de travailler, de travailler ta danse, de danser? Oui. Ouais. Oui. Donc, tu arrives à Paris pour... c'était du coup une licence 3, un master 1? Non, c'était un programme qui faisait la licence en Italie. C'est un double diplôme, donc c'est 5 ans à Paris et master 1 et master 2 à Assas. Donc j'ai mon diplôme de 5 ans, donc on appelle ça laurea magistrale en Italie, et en plus de ça, j'ai aussi les 2 masters à Assas, 3 parce qu'après j'en ai fait un autre de master 2, mais j'ai arrivé en maîtrise à Assas, en droit maîtrise des affaires. de droit des affaires. Okay. Oui. Tu te projetais comment à cette époque? On est loin de... C'était quoi? C'était l'ingénierie chimique, c'est ça? On était très, très, très loin de l'ingénierie chimique.
et de la Sapienza surtout. Parce que ma première journée à Assas, je suis arrivée en Dr. Martens, c'est pour ça que je les ai portés aujourd'hui. Ça me rappelle ma première journée de fac. Dr. Martens noir, leggings avec des tribales, etc. Et j'avais une partie de ma tête qui était rasée. Parce que la Sapienza, c'était vraiment connu pour être un peu gaucho. Alternatif. Et je me retrouve à Assas. Tout le monde était en costard. Je dis, ok, là, Eleonora, au niveau d'intégration, ça va pas être facile. Il faut vraiment que tu changes quelques petits trucs. Juste pour te faire un ami, hein. C'était affreux. C'était la première année, elle était juste affreuse. Qu'est-ce qui était affreux? Justement, c'était ça, c'était le gros changement culturel, l'état d'esprit qui se prend beaucoup plus au sérieux qu'à la Sapienza. Dis-moi plus sur l'horreur de cette première année de master. Ah ben c'était la première chose, c'était vraiment la barrière linguistique, parce que du coup j'avais fait 4 mois à Perpignan. Et j'arrivais en maîtrise à Assas, que je suis après, c'est une des plus grandes facultés, super réputée, en plus droit des affaires. Donc c'était vraiment, c'est vraiment l'année charnière pour tous les étudiants français, pour ensuite avoir leur dossier prêt pour les Master 2. Moi, je ne savais absolument pas ça. Et du coup, il y a tout un esprit de compétition déjà qui s'installe. Donc, quand tu es étudiant étranger, vraiment, mais tout le monde s'en fout. Et c'est même pas leur faute, en fait, c'est juste qu'ils sont concentrés sur leur futur. Donc, ils n'ont pas le temps pour ça. Qui bégaye un peu et qui sait pas trop quoi dire. Et ensuite, au niveau de cours, en fait, je comprenais pas. Les profs, quand ils parlaient dans l'amphithéâtre, j'y comprenais rien. Je me souviens, je regardais surtout le prof en droit fiscal, c'était un enfer. Il parlait beaucoup trop vite et dans sa bouche et je comprenais rien, j'arrivais pas à prendre des notes. Donc premier semestre, c'était un enfer. En plus, j'avais jamais fait de commentaire d'arrêt, jamais fait de dissertation, jamais fait un écrit en fait en droit. Donc, en Italie, c'est vrai que vous fonctionnez beaucoup avec des oraux. Et moi, j'ai fait mes 2 premières années de droit en Espagne. Et puis, j'étais dans les doubles maîtrises de droit français et étranger à la Sorbonne. Il y avait aussi une double maîtrise de droit français et italien. Donc, on parlait un petit peu des différentes méthodologies. Et c'est vrai que nous, en Espagne, c'était que du recrachage de cours par cœur. On apprenait les chapitres des livres et on les recrachait par écrit. Et vous, je pense que c'est un petit peu la même chose, mais version orale, quoi. C'est un peu ce que je comprends. Ouais. C'est ça. c'est ça. Et là, soudainement, on nous demande de réfléchir. Non, mais surtout d'écrire, alors que je n'avais jamais écrit en français, parce que à Berlin, j'avais pris des cours de base, hein, juste pour avoir mon petit niveau et de l'oral, mais pas, j'avais jamais écrit, voilà. Et là, je me retrouve à faire une dissertation non, c'était l'enfer. Donc, effectivement, j'étais hospitalisée du coup en décembre parce que j'ai tellement travaillé que j'ai eu des ulcères, hein, à cause du stress. C'était très 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 dur comme période, mais bon, et je me souviens que du coup j'avais été hospitalisée et je suis rentrée et j'ai dit à mon chargé de TD de droit des sûretés, c'était Monsieur Croc à l'époque, et je lui dis voilà, en fait monsieur, j'étais hospitalisée, j'ai pas pu faire du coup mon partiel en droit de sûreté, j'ai eu 6 déjà, j'avais je suis vraiment pas du tout dans la moyenne. J'ai dit voilà, j'étais hospitalisée, je suis désolée, j'ai pas pu venir, et il m'a quand même mis 0. Donc en fait premier semestre j'ai fini avec une moyenne de 6, avec un 3 en droit des sûretés. À cause de ce 0, j'avais pas pu y être. Et sachant que si j'avais pas ma première année, j'aurais pas pu continuer et j'aurais perdu aussi l'année en Italie, ma 4e année en Italie. Et c'est un peu hors de question que je rate quelque chose. Donc, 2e semestre, j'ai bossé, mais comme une folle. Il n'y avait pas d'heure, hein. Je suis pas sortie, j'ai pas fait un resto, j'ai pas fait un dîner. J'avais pas d'amis de toute façon parce que personne ne me parlait. Donc, j'allais à la piscine le dimanche matin. Voilà, c'était ma grande activité. Galère d'appartement parce que quand on est étranger, on peut pas trouver un endroit. Donc, à droite, à gauche. Et quand même, j'ai fini l'année avec 10 kilos de moins. Beaucoup de fatigue, mais j'ai fini mon année avec une moyenne de 11. Waouh! J'ai fait un rattrapage, mais à la Rocky Balboa. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait, mais
J'ai tout donné. Et alors, comment tu t'y es prise? Enfin, tu as appris des manuels de méthodologie. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un minimum aidé dans tes révisions? Qu'est-ce que tu as changé pour justement avoir des meilleurs résultats? Déjà, comme j'avais pas vraiment d'appartement, je dormais chez une copine d'une copine. En fait, je passais vraiment de l'ouverture je faisais l'ouverture et la fermeture de la bibliothèque d'Assas. Donc, c'était un peu mon chez moi pendant 1 an. Ah, mais c'est terrible. C'est une histoire terrible. Ça va mieux après. Et après, j'avais effectivement deux personnes qui m'ont beaucoup aidée. Une, c'était une fille allemande qui faisait le double cursus avec du coup l'Allemagne et qui était à sa 2e année parce qu'elle faisait L3 M1. Et du coup, c'était la seule étrangère avec moi en amphi et qui du coup m'a donné ses cours. Et en plus, je suis vraiment quand même pas timide et je suis assez souriante. Donc, j'allais quand même voir les gens. Je dis ouais, bonjour, est-ce que je peux voir ta tête à moitié rasée? S'il vous plaît, j'ai offert des cafés à tout le monde. Je suis celle qui a offert le plus de café parce qu'en Italie, ça se fait pour se faire des amis de offrir un café. Du coup, j'étais toujours à côté de la machine à café, à offrir des cafés aux gens. Et je parlais un peu et j'arrivais à gratter des cours et ça allait. Et j'avais aussi quand même un mentor. Dès l'époque, il est resté après mon mentor pour toutes mes expériences professionnelles et après même. C'était monsieur Alain Gauzy, qui était le responsable français en fait pour le programme et qui m'appelle la boxeuse parce que je faisais de la boxe pour gagner des points et qui voilà était toujours derrière moi. Il pouvait pas trop m'aider non plus parce que quand tu parles pas la langue et tu sais pas faire un commentaire d'arrêt, c'est compliqué, mais il était là et il m'encourageait quand même souvent. Okay. Donc ça s'est bien passé. Donc tu réussis ta première année de maîtrise et tu là-dessus tu es toute maigrichonne. La danse 38 ou 39 kilos. Ouais, donc vraiment pas très grosse. Tu t'es quand même un peu en galère d'appart aussi à ce stade-là. Ça se stabilise après la première année de maîtrise ou t'es resté un peu SDF pendant longtemps? Ben en fait, c'est vraiment un problème, je trouve, pour les étudiants étrangers. Sauf s'ils peuvent mettre 1 200 € par mois, ce que je pouvais absolument pas faire. J'étais avec une petite bourse de 500 € et je travaillais comme babysitter à côté. J'ai toujours aussi travaillé à côté. Et du coup, c'était une galère. Donc, j'ai fini par me faire une amie le 14 février de la même année, qui avait rien à voir avec le droit. Et quand j'ai dit, en fait, avant j'étais chez un ami d'une amie, après j'étais en famille, et là, la cité universitaire, j'ai fait la cité universitaire, et après, par contre, c'était mort. Du coup, je dis, je suis sans appartement. Elle m'a dit, viens chez moi. Donc, on était 3. Comment tu t'es fait cette amie, rien à voir avec l'université? Dans un bar. Je l'ai vu, j'ai fait, je l'aime bien, je veux que ce soit mon ami. D'accord. Je veux que tu me racontes cette histoire. C'était un coup. Je sortais avec cette amie allemande. On n'était pas trop compatibles au niveau de personnalité, mais c'était quelqu'un qui vraiment m'a beaucoup aidé et que j'aimais bien parce que c'était quelqu'un de gentil au fond de son cœur. Mais je suis une personnalité assez explosive et un peu particulière. Et du coup, je vois cette fille. Cette fille, elle est d'origine marocaine avec des très beaux cheveux et qui parle tout comme ça. Et je comprenais rien à ce qu'elle disait. Absolument rien. Déjà, elle mettait un peu de verlin. Je savais pas ce que c'était le verlin. Je comprenais pas. Mais j'aimais bien sa gestuelle. Et à la fin, du coup, on était dans ce bar-là et on avait uni ses tables. C'est pour ça qu'elle était là. Parce que c'était une amie d'une amie d'une amie. Et je l'ai regardée. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Je dis, il faut vraiment que ce soit mon amie. Et aujourd'hui, c'est ma meilleure amie en France. Hein. Ça fait du coup presque 10 ans. Hein. Et au début, je prenais des verres avec elle. Elle m'invitait à prendre des verres. Et je disais, oui. Attends, absolument. Donc t'es allée la voir en mode est-ce qu'on peut prendre un café? Ah non, j'ai juste. Non, là, t'as discuté avec elle? Oui, voilà, j'ai posé des questions. Elle parlait, moi, je comprenais pas. Mais bon, mais ça me plaisait. Contente de l'avoir te parler. C'est ça. Mais ça a été comme ça pendant plusieurs mois en plus, parce qu'elle avait une sœur et du coup, je les prenais souvent. Elle m'invitait. C'était la première fois que j'étais invitée à prendre des verres avec des Français. Alors, ce que j'ai toujours refusé de me faire des amis italiens en France. Je voulais vraiment être intégrée à 100%. Et du coup, elle m'a invitée à prendre des verres et j'étais toute contente. Et j'arrivais, je me posais, je mettais mon plus beau sourire et j'écoutais. Parce que je comprenais pas ce qu'il me disait. Donc quand elle rigolait, j'ai rigolé. Quand j'étais sérieuse, j'étais sérieuse.
c'était un sketch. Et je leur ai raconté, je leur ai dit à posteriori, j'ai dit, franchement, je comprenais rien. Et une fois, elle m'a dit, rendez-vous au McDo. J'ai cherché, non, au Domac. Rendez-vous au Domac. Et j'ai cherché sur Google Maps Domac. Et j'ai dit, je trouve pas. Elle m'a dit, non. Voilà, comme ça, j'en ai plein d'anecdotes. Ouais. Donc, c'est elle qui m'a hébergée pendant plus d'1 an avec sa sœur dans une résidence universitaire à Port-de-Clignancourt. À 3 dans un duplex. C'était une expérience. Ok, donc ça t'a bien aidé. Tout ça pour dire que là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu danses plus? Tu te dépenses à la piscine et à la boxe, mais tu danses plus? Je peux pas. J'avais trop peur parce que vraiment, en fait, c'était assez grave et le médecin hyper alarmiste en Italie m'a dit si vous continuez comme ça à 30 ans, vous allez plus marcher. Et non, mais c'était vraiment gros et j'avais peur aussi. Et du coup, je me dis non, mais mes hanches, elles sont pas faites pour ça. Je suis pas faite pour ça. Je laisse tomber. Je fais autre chose. Je suis comme une personne normale. Je me mets dans les études. Je deviens avocate. Et puis voilà. Première année, ça se passe bien. Donc, je rentre en master 2. Et je pense que là, du coup, j'étais en famille à Bastille. Et il y avait un petit centre de danse à côté de la maison. C'est le centre des arts vivants où je vais encore, en fait. Et j'ai commencé, je sais pas, à un moment, j'ai craqué. T'as pas résisté. J'ai craqué et j'ai essayé un cours avec une prof qui aujourd'hui est toujours ma prof et autre menteur de ma vie, Julie Sicard. Et ça m'a plu, ça m'a pas fait un peu mal quand même, parce que j'avais encore ça faisait vraiment très très mal. Mais ça m'a trop plu. Et du coup, j'ai commencé vraiment petit à petit, juste à reprendre quelques cours. Donc, tu disais que tu fais de la danse contemporaine, c'est ça? Je fais de la danse. En fait, c'était à Rome, je faisais tout. J'ai commencé par le classique, beaucoup de classique. Mais il faut être très doué pour continuer. Et visiblement, je ne l'étais pas assez pour le classique. Et donc, c'était du jazz aussi. J'en ai fait beaucoup. Et contemporain. Je fais tout. J'ai même fait des claquettes. Franchement, tout ce que je peux faire, j'aime tout. Même la danse africaine, j'ai essayé. Mais c'est surtout jazz et contemporain aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, c'était du classique, évidemment. Donc, tu vis à Bastille, il y a ce petit centre de danse devant lequel tu passes. Un jour, tu craques, tu pousses la porte et tu prends ce cours avec cette prof. Et ce que je comprends, c'est que ça s'est amélioré côté santé. Finalement, j'imagine que tu as suivi le dossier et que ton arthrose n'a pas trop fait des siennes. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, j'ai repris doucement, mais j'avais vraiment abandonné à cette époque. J'avais vraiment abandonné tout projet de faire quelque chose de ma vie avec la danse. Donc, alors que depuis toute jeune, il y avait une chose que je voulais être, c'était danseuse. Depuis mes 4 ans, les enfants, tu demandes tu vas être quoi? Pompier, médecin, je sais pas quoi. Moi, c'était danseuse. Tout le temps. Ça n'a jamais changé jusqu'à ce moment-là où j'ai compris que mon corps, il suivait pas. Et que du coup, j'avais déjà une autre voie qui était grande ouverte à moi, avec plein de belles choses. Et que du coup, c'était vraiment un titre récréatif. C'est que de l'animation, c'était pas professionnel. Et du coup, je continue mes études. J'ai fait mon Master 2 c'était le Master de droit des affaires et recherche avec Saint-V, où il y avait toujours monsieur Alain Gauzy qui était professeur aussi de droit des obligations. Avec Daniel Cohen, c'est des professeurs qui sont des professeurs émérites, énormément réputés et très humains aussi dans ce master. Donc, j'ai bien réussi, c'était un master recherche, donc c'était en mémoire. Et après, la suite, j'ai fait un deuxième master 2, cette fois-ci professionnel, c'était la première année, c'est le droit des affaires internationales avec monsieur Daniel Cohen comme directeur. Et tu voulais être avocate à cette période ? Tu te disais que tu allais être avocate. Okay. Je me posais pas trop la question. En fait, je pense que j'aimais bien. Je voyais que après la première année, qui était un cauchemar total, je me dis, ok, en fait, ça va. T'avais compris ce qu'on attendait de toi. Voilà, ça va. Je suis assez intelligente. En tout cas, je me débrouille bien. Je voyais que je pouvais avoir des notes qui étaient pas, évidemment, je pouvais pas avoir des 17 ou des 16. Je ne peux pas. Je parlais français depuis 2 ans, donc il faut aussi comprendre on peut pas
pas être égale avec mes camarades français depuis toujours. Mais je me débrouillais bien. Les professeurs, j'avais toujours des très bons retours. Voilà, je savais que j'étais à ma place et que j'avais une place. À la fin de ton premier Master 2, c'est la fin de ce fameux double cursus, non? Avec Oui. l'Italie. Donc là, Oui. t'as ton lauréat, c'est ça, comme on dit en Italie. Oui. Et tu as ton diplôme. Et toi, tu décides de renquiller sur un deuxième Master 2, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai fait ma laurea magistrale en Italie, donc j'ai fini d'ailleurs des examens et on appelle ça une thèse en Italie parce que c'est un peu plus long qu'un mémoire de fin de M2. Et pareil, avec 110 sur 110 cum laude, c'était génial, j'ai vraiment aimé, mais je ne me voyais pas du tout rentrer en Italie. Pourquoi? Parce que c'est comme si il y avait une rupture en fait. Il y a eu une rupture au moment où j'ai pas pu danser. C'est comme si tous mes projections pour le futur en fait, il y en avait plus et j'avais besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir me reconstituer et récréer un environnement que j'aimais bien et aussi une Eleonora que j'aimais bien même sans la danse. Et donc pour toi, réinventer ton identité et ton futur, c'était difficile de le faire à Rome et tu avais besoin. Enfin, je veux dire, tu te voyais plus te réinventer en France dans cette nouvelle identité, quoi. Okay. Et sachant aussi que, alors, je connaissais pas d'avocat italien. Mes parents, ils n'ont pas fait d'études d'université supérieure, donc. Mais je savais que quand même être avocat en Italie, c'était beaucoup plus difficile et même les conditions, vraiment en parlant terre à terre, les conditions financières ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Les stages, ils sont pas rémunérés. Au niveau de clientèle, c'est hyper compliqué. Donc, il faut aller dans les grandes villes. Je savais que si j'avais une possibilité de travailler ailleurs qu'en Italie, en voyant aussi avec mon stage de Safari Job à Perpignan, je voyais plein de jeunes Italiens de 28 ans. Moi, j'étais la plus jeune en fait du programme, qui galéraient à trouver un job en Italie, qui du coup sont partis à la Commission européenne en Belgique. C'est pas évident en fait pour les jeunes Italiens aussi de trouver des métiers qui sont à la fois des métiers avec une certaine épaisseur, donc qui sont des métiers qui intéressent et qui sont bien rémunérés. Les deux conditions, deux critères, et souvent il y en a un qui n'est pas rempli. Okay. Et je savais qu'en France, c'était plus simple. Et donc, pourquoi ce deuxième Master 2 ? Parce que j'avais besoin d'expérience professionnelle. Je comprends assez vite, en fait. J'ai compris dès le Master 1 qu'il y avait des codes, parce que j'observe beaucoup. En ayant vécu aussi aux États-Unis quand j'étais petite, en fait, je parlais pas non plus anglais, j'ai dû énormément observer et puis j'ai pu commencer à interagir aussi avec mon milieu. Et pareil, quand je suis arrivée en France, j'ai énormément observé, j'ai écouté beaucoup et j'ai compris qu'il y avait des cases à cocher. Voilà, et donc je me dis, je fais comme tout le monde. Hein. Donc je savais qu'avec mon CV, j'avais eu beaucoup de... Je sais plus quand j'ai fait mon premier stage, c'était en première année, en deuxième année. Je pense que c'était dans mon Master 2 professionnel, j'avais besoin en tout cas de stage. Je savais qu'il fallait avoir des expériences professionnelles dans un CV. Et je savais que ma double nationalité, ce sera peut-être un point fort dans le futur, mais là, pour des stages, non. Parce que souvent, les maîtres de stage, ils vont se dire, en fait, oui, t'es mignonne, t'as un accent bien fort italien. Est-ce que tu parles bien, du coup, français? Est-ce que tu écris bien français? Je me sentais pas tout à fait légitime dans ça. Je faisais que je commettais encore des erreurs à l'écrit. Hein, donc, j'avais besoin d'une confirmation de mes capacités. Ouais. Et ça a fait le job? Ça t'a permis de faire le stage plus facilement, etc., de cocher la case? Oui. Alors, droit des affaires toujours? Droit des affaires internationales. Donc, je savais que je voulais pas faire de l'arbitrage parce que au niveau de valeur, ça correspond pas à ce que je préfère. Pourquoi? Parce que j'aime bien le judiciaire étatique et que souvent, quand tu fais de l'arbitrage, tu défends
t'as des clients qui sont des multinationales. Je ne suis pas d'accord. J'ai toujours été aussi assez engagée dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique, crise environnementale, etc. Et je ne me voyais pas du tout défendre les gros méchants contre un petit État, genre le Togo. Pour un projet minier. Voilà, non, Ok. je me voyais pas du tout. Et donc, j'étais pas prête pour ça. Et je voulais faire justement de droit de l'énergie dans l'environnement. Et par contre, j'étais une des seules du master à ne pas encore avoir trouvé de stage. Parce que j'ai envoyé 10 milliards de candidatures et j'avais 0 réponse. Et après, du coup, c'était Monsieur Alain Gauzy, j'avais mon papa droit, qui me dit « Ah, Léonora, comment ça va les recherches de stage ?» Je fais j'ai pas encore trouvé pour l'instant. Je me dis oui, mais tu veux faire quoi, la boxeuse? Je fais alors moi je veux sauver le monde, je veux faire droit à l'environnement, droit de l'énergie, alors que je suis en droit des affaires internationales. J'avais jamais eu un programme d'orientation, de formation ou quoi que ce soit. Donc il m'a dit ah oui d'accord, eh ben écoute, j'ai un ami j'ai un ami qui cherche une stagiaire en droit d'environnement. Je fais ah c'est vrai, Trop bien, génial. C'était où? Alors c'était chez Eversheds. J'ai passé l'entretien. Alors je ne savais pas qu'il y avait des entretiens, il fallait les préparer. Ça c'est pareil, j'ai su tout ça un peu après. Et donc je suis arrivée et j'ai passé mon entretien avec maître Rémi Cléman, qui est à la direction du pôle contentieux arbitrage chez Eversheds. Et du coup j'arrive, je passe mon entretien et bon, ça parlait pas trop d'environnement, ça parlait pas trop d'énergie, je comprenais pas. Et du coup, et en fait, à un moment, j'ai posé la question, je dis, est-ce que vous faites des dossiers en droit de l'environnement? Parce que j'avais l'impression que je m'étais fait avoir, en fait. Je me dis, mais c'est bizarre. En fait, il cherchait un stagiaire, ou même pas, je sais pas s'il cherchait vraiment ou pas, mais en tout cas, c'était pour rejoindre son équipe en contentieux. Ça n'avait rien à voir avec dans l'environnement, c'est juste que je pense que mon professeur, il a compris que j'étais en galère et que mon projet, ça collait pas du tout avec mes études. Et que du coup, il m'a donné un petit coup de main pour trouver mon premier stage. Pour valider ton truc, ouais. Et j'ai compris ça vraiment après. Parce que sur le coup, je fais « Mais vous faites des dossiers en environnement je sais pas si je suis au bon endroit, en fait. » Et il t'en dit quoi? Et il m'a dit que oui, il y avait un associé qui faisait de l'environnement et que j'aurais pu un peu travailler avec lui si je voulais, mais j'ai pas fait grand-chose en vrai avec cette... c'était un off counsel d'ailleurs. Donc voilà, c'était comme ça que... C'est grâce à lui vraiment que j'ai eu mon premier stage. Ça t'a mis le pied à l'étrier de la vie professionnelle. Oui. Enfin, juridique. Et donc, après ça, tu passes du coup le CRFPA. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une aventure entre-temps? Enfin, quelle est la suite de cette narration? La suite, c'est que du coup, je passe mon Master 2, je fais mon stage, j'essaie de passer le CRFPA. Ça faisait 3 ans que je parlais français. Moi, je me dis, c'est bon, là, franchement. On fait juste un des concours un peu dur, mais c'est pas grave, j'étais prête. Donc, je l'ai pas, première année. Et franchement, je l'ai pas beaucoup. Je crois que ce qui m'a détruit, ça a été la dissertation en pénal. Évidemment, je le passe à SAS, parce que si on cumule pas les difficultés, je suis pas trop contente. Donc, il fallait vraiment que ce soit le plus difficile possible. C'était parce qu'il fallait que ce soit le plus difficile possible, ou c'était parce que, tu vois, c'est l'IEJ de ta fac et donc il y a une espèce de truc un peu logique où enfin, tu vois. Enfin, moi, après, tu vois, moi, franchement, à l'époque, alors moi, j'ai pas passé le CRFPA, je suis devenue avocate sans ça parce que j'ai fait la passerelle avec le barreau de Madrid, mais je m'étais quand même inscrite à un IEJ pour pouvoir avoir des conventions de stage. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, en plus, franchement, j'étais larguée sur le système, quoi. J'étais vraiment larguée sur le système. Moi, je pense que quand j'ai intégré la fac de droit pour devenir avocate, je savais pas qu'avocat, ça passait par un examen complémentaire à la fac de droit. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais larguée. Ouais. Et tu vois, j'avais compris que l'IEJ, c'était le truc qui préparait à l'examen. Enfin, tu vois, je pensais pas que les IEJ préparaient à des examens différents. Enfin, tu vois, franchement, c'était un peu nébuleux. Donc, toi, c'était un peu il y a l'IEJ, tu sais que ça prépare et donc tu vas, c'est dans ta fac, ou c'était vraiment genre. J'avais des copines en fait qui étaient assez malines, et du coup, elles étaient parties chez Descartes.
et qui m'avait dit, Eleonora, c'est beaucoup plus simple. Donc, elles ont passé la même année que moi, mais elles étaient dans un autre IEJ, même s'ils étaient en master 2 avec moi à SAS. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a juste des taux de réussite, et le taux de réussite, il est majeur à Descartes qu'à SAS. Bon, je l'ai pas eu. Et donc, je me dis, j'ai fait des stages, évidemment, parce que j'étais toujours dans ma dynamique, il faut faire des stages, Donc, tu les as fait où tes stages? Donc, j'ai fait un premier stage. Je me dis, j'essaye. J'ai fait le grand cabinet. Ça m'a plu. J'ai une super équipe chez Eversheds en contentieux. Vraiment, super belle expérience. C'était vraiment très, très gentil avec moi. Et j'ai appris plein de choses. Et après, j'ai dit, j'aimerais bien faire un petit cabinet. Parce que je ne connais pas la pratique d'un petit cabinet. Par contre, c'était une bonne décision, mais un mauvais choix. Très mauvais choix. Donc, j'étais vraiment pas du tout Qu'est-ce qui heureuse. s'est pas bien passé? C'était une ambiance qui était pas viable, en fait. J'étais super stressée. J'ai commencé vraiment à vomir à la pause déjeuner. J'étais dans un état de détresse C'était la quantité de travail, c'était la manière dont on me parlait, c'était la manière dont on me parlait. C'était un associé qui passait pas du tout une bonne période dans sa vie, je pense. Et du coup, il était incapable éprouver de l'empathie, d'être poli même. Hein. C'était la base. Genre, il rentrait, il me disait même pas bonjour. Et pour moi, en fait, je suis méditerranéenne, j'ai besoin de ce côté humain. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Je comprends pas du tout la dissociation professionnelle personnelle, parce que je suis humaine, et ce que j'applique dans ma vie personnelle, je l'applique aussi dans le travail. C'est la même, je suis la même personne, hein, je peux pas me doubler. Ça serait vraiment gênant et très compliqué. Et du coup, ça s'est bien passé. Et j'avais un ami de master qui était chez Hogan Lovells en contentieux. Et je lui ai dit, oh là là, je peux plus, vraiment, je peux plus. C'était vraiment, psychologiquement, ça a commencé à être très, 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 très dur. Et je dis, j'en peux plus. Il m'a dit, ah ben, écoute, c'est l'équipe d'Antonin Lévy. Il y a un des stagiaires qui vient d'annuler son truc, son stage. Donc, il cherche quelqu'un dans l'urgence. Envoie-moi ton CV. Je fais, oh mon Dieu, oui. Je connaissais même pas Antonin Lévy parce que je suis étrangère. Donc, moi, j'ai plein de références que je n'ai pas. Hein, je sais ça. Et du coup, je file mon CV. Et j'ai été rappelée dans la journée par l'équipe d'Antonin Lévy en pénal des affaires. Mademoiselle Eleonora, est-ce que vous voulez faire un stage si vous êtes prête? Oh oui, je suis très disponible. Je passe l'entretien avec David Appelbaum et Salomé Lemasson. Et j'ai tout de suite accroché. Ils étaient géniaux, des super professionnels, et humainement, mais oh là là, qu'est-ce qu'on rigolait. C'était terre à terre, mais c'est des génies, quoi. Vraiment. Et donc, le vendredi, je l'oublierai jamais. Oh là là, j'étais tellement honorée, reconnaissante. C'était un vendredi soir. Du coup, c'était, je pense, en fin de la semaine. J'ai passé mon entretien avec les collaborateurs le vendredi. Et le vendredi soir, à 21h, mon téléphone sonne. Et c'est Antonin Lévy au téléphone qui me dit, oui, mademoiselle Perrotta, alors je sais, vous avez vu mes collaborateurs, moi je serais ravie de vous avoir. Et vous pouvez commencer dès lundi. Et je me dis, oh mon Dieu, il y a Antonin Lévy qui m'appelle. Moi, je suis rien. Je suis une petite Italienne qui débarque, qui voulait même pas être avocate à la base. Non, j'étais vraiment trop, trop heureuse. Et je dis, ah non, par contre, je peux pas commencer lundi. Hein, c'est pas possible. Je sais que ça se passe pas bien dans mon stage, mais j'ai besoin d'être intègre, et je dois dire à mon boss que je pars. Je peux pas juste ne plus me présenter. Pour moi, c'était pas possible. Et après, mes amis, après ça, ils m'ont dit, mais t'es folle, tu dis pas ça à Antonin Lévy, mais il peut pas attendre. Et je comprends maintenant, après avoir travaillé, à quel point ça peut être vraiment embêtant de devoir attendre même quelques jours quand t'as un énorme dossier qui tombe et t'as pas l'équipe. Ça commence vraiment à être compliqué. Juste pour une histoire de petite stagiaire qui va être cool avec son boss qui l'a harcelé, n'importe quoi. Mais du coup, il m'a dit, ok,
je respecte, ça marche. Je peux venir à la fin de la semaine. Comme ça, j'ai eu le temps de dire face à face à mon ancien maître de stage que ça n'allait pas, que je partais parce que j'étais pas heureuse. Et je lui dis, hein, et il m'a dit non, mais ça va aller. Je suis désolée. Vous revenez. Je fais non, 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 non. Je sors de cette porte, je reviens plus. Je suis désolée, ça passe pas du tout. Et j'ai pu au moins me faire entendre. Et je n'ai pas fui. Voilà. Et donc, j'ai fait ce stage chez l'équipe d'Antonin Lévy en pénal des affaires. Et c'était un peu l'élément déclencheur, en fait, de ma carrière d'avocate. C'est une super équipe. Pourquoi l'élément déclencheur? Parce que du coup, j'ai fait du pénal des affaires. J'avais jamais fait du pénal des affaires. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré le contentieux déjà chez Verchet. J'ai adoré le pénal des affaires. Je voyais comment ils travaillaient. On travaillait beaucoup. Mais c'était passionnant avec une équipe dynamique, toujours souriante. Mais voilà, c'est vraiment des gros bosseurs. Donc, j'ai aimé énormément. Et du coup, j'ai repassé mon CRFPA. Du coup, l'été après. Et je me dis, oh là là, je pense que je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. Donc, il faut que je m'assure quelque chose. Et donc, j'ai repostulé dans des endroits et j'ai postulé dans une boîte de conseil en investissement en énergie renouvelable qui s'appelle Finergreen. Pareil, super bonne expérience. Donc, j'ai dit voilà. Donc, tu l'as pas eu la deuxième fois non plus? Eh ben, je le savais pas au moment où j'ai postulé. Donc, en fait, le deal, c'est quand j'ai postulé, c'était nous, on cherche un juriste parce qu'on n'a pas de juriste. Donc, on te promet en fait que tu fais le stage et si ça se passe bien, on te fait une promesse de CDI après en tant que juriste. Et je me dis, bingo. C'est exactement ce que tu voulais, quoi. Et je me dis, sûrement, je vais pas l'avoir. Franchement, je vais pas l'avoir. C'est trop dur pour moi. Je me trouve un tas de juristes. C'est génial. En plus, dans le milieu que j'aime, avec une super équipe. 2 mois après, par contre, j'ai les résultats du bac. Entre-temps, du coup... j'ai eu les résultats en novembre, parce que ça prend beaucoup de temps à Assas. Et je l'ai eu. Hein. Donc, ça a changé pas mal la donnée. Et je leur ai dit, ouais, du coup, je dois passer les euros. Donc, j'étais pas souvent là parce que j'allais passer les euros. Et au final, je l'ai eu. Et quand je l'ai eu, j'ai fait merde. T'avais commencé à travailler pour eux? Oui. Ouais. Et ça se passait bien? En octobre. Très bien. C'était ce que tu imaginais? Ah, c'était une équipe composée que de jeunes comme moi. Hein. Super sympathique et des très bons. C'était que des ingénieurs. J'étais la seule juriste avec une autre fille qui, elle, avait par contre un double cursus HEC et droit. Et donc, elle pouvait faire un peu aussi des montages financiers. Et moi, j'étais vraiment larguée, là. Mais du coup, moi, je faisais les contrats de prêt. J'ai assisté dans ça, j'ai assisté dans les closings, j'ai fait des contrats de mandat pour les différents projets. C'était vraiment top et j'aimais bien. Et du coup, maintenant, j'avais mon CRFP1. Je me dis, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, écoutez... Je suis toujours de toute façon ce que j'ai envie de faire. Hein. Je suis incapable de prendre des choix pour les autrement. Et du coup, je dis écoutez, moi, je veux passer l'école d'avocat. Pour moi, c'est super important. Je suis arrivée jusque-là. J'ai énormément galéré pour arriver. J'ai besoin de la faire. Donc, voilà ce que je vous propose. Alors, je vous propose que je fasse mon PPI chez vous. Je continue en alternance. Et qu'ensuite, on verra pour le stage. Écoutez, on va pour le stage final après. Je le ferai dans un cabinet d'avocats spécialisé en énergie renouvelable, etc. Et comme ça, j'aurai une majeure expérience dans tout ce qui est contractuel, etc. Et donc, j'ai fait ça. Ils m'ont dit OK. J'ai dû voir avec le VFB parce que c'était un peu compliqué pour avoir toutes les conventions. Mais du coup, pendant l'école du barreau, je fais le parcours généraliste. Comme ça, je fais mon PPI. Après, j'ai enclenché l'alternance. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vraiment repris à danser grâce à l'EFB. Ça veut dire quoi, vraiment repris à danser grâce à l'EFB? Qu'est-ce qui s'est passé à l'EFB qui fait que tu as remis le pied dans la danse, vraiment? Alors, j'avais déjà repris chez Antonin Lévy, parce que du coup, pendant leur stage, j'avais fait un spectacle au MPA d'Odéon avec une compagnie. Le MPA, c'est un théâtre de pratique d'amateurs. Ok. Pratique artistique d'amateurs. Avec une chorégraphe. Je ne saurais plus dire comment il s'appelle.
Et j'avais fait un spectacle où j'étais la danseuse protagoniste de 45 minutes. Et donc, je faisais le stage d'Antoine Lévy et ensuite, je dansais tous les week-ends. Donc, j'avais déjà vraiment commencé à vouloir danser. Et c'est avec le FB, j'avais passé mes concours, j'étais fatiguée, franchement. Les formations de droit, toutes les études de droit, c'est assez chronophage. Hein. Et j'en pouvais plus. Et on arrive à l'EFB, et je vais être super sincère dans ce podcast. On arrive à l'EFB, on n'en peut plus. Genre, juste, moi, en tout cas, j'en pouvais plus. Ça faisait, je sais pas combien d'années que je préparais des concours. Je passais des examens dans 2 langues, 2 fois le concours. J'étais, mais morte. Et l'idée de me mettre en amphi pendant 4 heures à écouter quelqu'un, c'était hors de question. De toute façon, j'arrivais plus à stocker des choses. C'était fini. Et donc, il y avait des cours qui étaient obligatoires, comme les foisonnements, évidemment. Ça, je l'ai fait, mais pour le reste, sinon, j'étais... Tu t'es débrouillée pour faire passer ta carte pour qu'elle soit bipée, c'est ça? Et je pense sincèrement que ça m'a beaucoup plus servi que passer des cours, même si certains cours étaient intéressants. Donc, ceux qui m'intéressaient, je les faisais, évidemment. Mais les autres, les 3 heures d'amphi, t'inquiète pas, t'es pas la seule à raconter ça. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, t'allais danser au fameux centre de danse à Bastille auquel tu danses, ou tu avais trouvé un autre? Non, ça. J'ai trouvé celui-là. Puis j'avais la ménagerie de Verre, qui était pas loin de là où j'habitais à l'époque, qui est un centre de danse contemporaine qui fait des cours pour les professionnels. Et puis j'étais à Cité-Véron pour le classique le week-end. Donc j'avais trouvé mes petits spots où je vais toujours. Il y a Mika Dante, où du coup je faisais un petit tour le matin, et après l'après-midi j'allais travailler en faisant je suis fatiguée, je fais plein de cours. Mais bon, il faut s'aménager son propre temps, il y a personne qui va le faire pour nous, donc je regrette pas du tout. Et donc j'ai fait ça toute l'année, donc ça s'est super bien passé parce que j'étais au top de ma forme. Et super boîte, danse, j'avais complètement repris, mon corps il était super heureux. Et l'EFB, j'étais beaucoup trop fatiguée pour pouvoir faire vraiment quoi que ce soit. Mais j'ai quand même passé mes examens. Mais voilà. Et après, au moment du stage final, donc il fallait choisir un stage final. Et là, c'était un peu c'était un peu compliqué parce que je me suis vite rendu compte que ça allait pas le faire. J'ai passé plein d'entretiens pour des gros cabinets en financement de projet. Parce que du coup, c'était ça, mon travail dans la boîte. C'est fou parce qu'avec l'expérience que tu avais, c'était super profil, quoi. Et ça l'a pas fait? Ah, si, ça l'a fait. J'ai eu que des bonnes réponses. Ah, ok, J'étais cool. prise en stage final chez Linklaters, j'étais prise chez Florence Desgaulle. J'étais prise partout. Hein. Partout où j'ai postulé en financement de projet, c'était fait. Racine. Et j'aurais dû être contente. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au fond, je ne l'étais pas. Et du coup, j'ai un peu fait de l'auto-analyse. Je dis pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie de rentrer dans des gros cabinets en financement de projet. C'était pas si je veux être avocate, je voulais vraiment être la vraie avocate qui porte la robe, qui va au tribunal. Si je devais faire une chose, je dois la faire au max. Donc, c'était pas du tout... Je voulais pas du tout. Il y avait quelque chose qui me freinait et c'était pas mon projet, c'était pas ma voie. Donc, je prends mon courage à 2 mains parce que mon boss dans cette boîte, il est extraordinaire. C'est un être humain incroyable. C'est un boss, c'est un manager exceptionnel qui est toujours à l'écoute, qui donne sa parole et la maintient. C'est vraiment... il avait tout et c'était moi qui étais beaucoup trop immature pour pouvoir assumer ce que j'avais dit et ce que j'avais promis aussi, parce que est-ce que c'est justement pas de la maturité que d'avoir actualisé entre temps et de t'être dit en fait je me suis engagée à trop et je savais pas et je me rends compte que c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de porter la robe et je suis désolée mais je vais vous aider à retrouver quelqu'un, enfin tu vois, et finalement plutôt que de rester à contre-cœur et finalement tu rends service à personne parce qu'on te garde une place, du coup on l'ouvre pas à quelqu'un d'autre et tu vois.
Et surtout que je pense qu'ils avaient vraiment besoin de quelqu'un plus expérimenté que moi. Hein. Ça, déjà... En fait, pendant ce stage, j'avais créé des sociétés, j'avais créé des fonds d'investissement et ils commençaient à s'élargir au niveau européen. Aujourd'hui aussi, hein, ils sont présents un peu partout. Donc, ça demandait vraiment beaucoup de corporate. Et moi, je peux en faire, mais je préfère largement le contentieux. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai demandé, en discutant toujours, parce que je maintenais quand même les liens avec certains avocats d'Eversheds ou certains avocats de Hogan Lovells, et ben, j'ai su qu'il y avait potentiellement une place comme stagiaire finale chez Eversheds en pénal des affaires. Et donc, tu y allais pour ton stage final. Voilà, j'étais prise aussi, j'ai passé mon entretien, c'était bon, et du coup, je suis allée en stage final chez Eversheds. Trop cool, ça s'est toujours bien passé. C'était très compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Du coup, c'était pas la même équipe? C'était pas la même équipe parce que c'était en pénal des affaires. Et c'était pas du tout un stage simple. Déjà parce que la collaboratrice, elle est partie. En fait, j'ai passé l'entretien avec la collaboratrice et l'associé, et quand je suis arrivée, la collaboratrice m'a dit qu'elle allait partir après un mois. Et du coup, que j'allais me retrouver seule avec l'associé pendant 2 mois, avant que la nouvelle collaboratrice arrive. Et franchement, je pense que j'étais à une époque où je voulais vraiment faire mes épreuves et montrer que j'avais ma place, que j'étais légitime. J'en avais un peu marre d'être différente par rapport aux autres. Je voulais dire, je veux faire du contentieux en droit français, en France. J'ai besoin que je sois vraiment au même niveau que les autres. Hein. C'est même pas je peux plus être juste la petite étrangère qui est en cours. C'est vraiment, je me positionne comme avocate en droit français, qui doit parler français comme les autres, qui a les mêmes compétences que les autres. Tu avais l'impression que tes stages précédents et même ton travail dans ce fonds, cette société d'investissement dans les énergies vertes, t'avais l'impression qu'on te surprotégeait parce que tu étais étrangère ou qu'on te donnait pas, c'était vraiment une perception personnelle. Ouais. Surtout que dans la boîte de conseil ainsi que dans les autres stages, c'était aussi beaucoup de travail en anglais. Et comme j'ai habité aux États-Unis, par exemple, je parle couramment, il n'y a pas de souci, je peux écrire couramment. Et dans l'équipe d'Antoine Lévy, j'avais jamais eu de problème parce que j'étais étrangère, que j'arrivais pas à travailler. J'ai appris énormément de choses. J'étais aussi efficace que l'autre stagiaire qui était francophone depuis ses 0 ans. Donc c'était vraiment ton sentiment de toi par rapport à toi-même. C'est un sentiment d'imposteur qu'on a souvent quand on est jeune. Et du coup, tu dis que ça a rendu ton stage difficile, enfin que ça a contribué parce que tu t'es surinvesti. Du coup, il y a une charge de travail hyper importante et tu t'es dit non, il faut que je sois à la hauteur. Donc, tu t'es surinvesti. C'est ça qui a fait que ça a été difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs. Déjà, je venais de ma boîte de conseil avec que des jeunes. J'étais bien entourée. C'était quand même une bouffée d'air frais, un cabinet en conseil par rapport à un cabinet d'avocats, hein, où les règles managériales ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Ça, peu importe, hein, parce qu'il y a des formations pour. Et du coup, je me suis retrouvée de nouveau dans un gros cabinet. En plus, il n'y avait pas de bureau pour moi, donc j'étais à la bibliothèque toute seule toute la journée. Je travaillais mais comme une folle de nouveau. Et en plus, j'ai stressé énormément. C'est-à-dire que je perds jamais mes moyens. Et là, je devais présenter un projet et je présentais pas la bonne version. Genre, j'arrivais avec la mauvaise version du truc, alors que j'ai travaillé jusqu'à 21h la veille pour ça. Et je me sentais du coup super seule parce que j'avais pas de collaboratrice. T'es élève avocate, t'es stagiaire. J'avais fait pas mal d'expériences professionnelles, mais j'étais aussi confrontée à des personnalités qui étaient pas du tout les mêmes avec lesquelles j'étais habituée à travailler, et ça m'a braquée. Je faisais des conneries, mais que j'aurais jamais fait si j'étais lucide. T'as perdu tes moyens, comme on dit en français. Exactement. C'était horrible, mais j'ai appris énormément de choses. Qu'est-ce que t'as appris du coup? Franchement, de ma pratique d'avocate, c'était le stage qui m'a le plus appris à travailler, à faire des conclusions, à faire des dossiers de plaidoirie, à faire des mémos, mais tout, parce que du coup, la collaboratrice qui est partie, elle m'a dit, bon, j'ai 1 mois pour te former avant que tu restes seule. Et du coup, il faut que tu sois au taquet surtout.
Donc, peu importe, on a fini toujours très très tard. Elle me formait surtout pour éviter justement que j'y arrive pas, hein, que je puisse garder jusqu'à la fin du stage. Et je suis arrivée jusqu'à la fin. Et j'ai énormément appris, hein. C'était juste beaucoup trop intense pour moi. Donc la difficulté, c'était sur la charge de travail, la quantité de travail. Oui, oui. Et vraiment sur si ma capacité à, voilà, à répondre aux besoins d'un associé, alors que je n'avais jamais travaillé avec un associé quand même en direct à ce point, en fait. Oui, le travail, il faut qu'il soit fait et il n'y a pas de collaborateur. Donc, tu as juste un stagiaire qui essaye, hein, et j'ai donné vraiment mon mieux, mais évidemment, ça ne pouvait pas être comme le travail d'une collab plus 4, hein, parce que la collaboratrice qui est partie, elle était plus 3 et celle qui est arrivée était plus 5. Et donc, moi, j'ai bien trouvé un petit. Ouais, non, mais bon, C'était pas. J'ai vraiment tout donné, hein, mais Mmh. c'était pas possible. Je voulais vraiment être meilleure, mais je n'avais pas le niveau d'être une collab plus 3. Et alors, à la fin c'est normal. À la fin de ce stage, j'imagine que tu termines sur les rotules. Ouais. Mais je postule tout de suite pour des collaborations. Voilà, psychologiquement, ça m'atteint un peu, mais pas trop, hein. Je me dis, bon, je vais trouver quelque chose d'autre. J'ai compris, par contre, que je voulais plus de gros cabinets. Ça, je le savais. Je n'ai pas du tout envie de bosser jusqu'à 21h, 22h tous les soirs pour quelqu'un. J'en ai marre. C'est pas la quantité de travail, c'est la façon de travailler qui me plaisait pas du tout. J'ai pas du tout envie d'un truc qui facture mes heures comme ça, où j'ai l'impression que je sais pas, j'aimais pas du tout la structure. Je me dis, il y a 10 000 façons d'être avocat. Je cherche une petite structure. Et c'est comme ça que j'ai postulé chez DGA, Deguy Schmitt Associés. Tu les connaissais avant? Non. Non, t'as vu passer une annonce? Oui. C'est sur Village de la Justice, un truc comme ça? C'était sur le site de l'EFB. Mais il se trouve en fait que Maxime Deguy Schmitt, il est ami avec Antonin Lévy. Et du coup, quand j'ai passé l'entretien, il a pu parler avec Antoine Lévy, qui lui a dit, bah oui, c'était ma stagiaire, elle était bien. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je pense aussi que ma candidature a été retenue. Et alors, raconte-moi comment s'est passée j'allais dire comment se passe cette collaboration, mais tu viens de me dire en arrivant que ça se termine en ce moment. Donc, raconte-moi comment s'est passée cette collaboration. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait dans ce cabinet? Est-ce que ça t'a plu? Enfin, quelle est ton expérience dans ce cabinet? La collaboration, ça s'est très, très bien passé. Voilà, j'ai commencé en octobre, je suis restée. Oui, effectivement, là, j'ai d'autres projets, donc On va en parler me après. retire On va un en peu. parler après, ouais. Mais du coup, c'était top. Franchement, c'était top. J'ai cherché une collaboration qui faisait à la fois du droit des affaires, à la fois du pénal des affaires. Parce que je voulais rester et maîtriser les enjeux, voilà, de droit des affaires pur, hein, contentieux commercial, mais avec une double casquette toujours, parce que j'adore les doubles casquettes. En pénal des affaires, donc pénal, et pourquoi pas pénal général si on peut. Et donc déjà, il proposait vraiment ça, parce qu'il y avait une portefeuille de clientèle du coup assez variée, et qui avait à la fois du pénal et à la fois du droit des affaires. Donc au début, j'étais quand même bien formatée par les gros cabinets, donc je travaillais dur, mais vraiment, je pense que j'étais super stressée, parce qu'en plus, ma précédente expérience, j'avais peur de pas être à la hauteur, donc voilà, je pense que la première année de collaboration, de toute façon, tout le monde la passe, la vie de manière un peu anxiogène, hein, puisqu'on a peur de faire des conneries, de pas être à la hauteur. Mais voilà, je me suis adaptée. C'était une super ambiance. On était 4 collaboratrices. Voilà, c'est super ambiance. Ça a duré combien de temps cette collab? Du coup, ça aurait fait 3 ans en octobre. Ouais. Et en fait, c'est bien, parce que la première année, je suivais pas mal, et j'ai vraiment pu gagner en autonomie, en indépendance dans le traitement de dossiers. Et ça, c'est pas donné en fait à tout le monde.
En fait, mon idée, je prends un dossier, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin qu'on me laisse faire mes choses et je sais que j'ai peut-être une façon différente de m'organiser, mais le travail, il est toujours fait, il est toujours bien fait. Mais il faut que je puisse m'organiser, moi. Et du coup, je pouvais, à la fin, je gérais des dossiers, il n'y a pas de souci. Je pouvais faire les choses de manière complètement autonome. Et ça, c'est grâce aussi à mon associé qui m'a donné les clés pour pouvoir faire ça, parce que il faut former aussi un collaborateur à devenir avocat. Ça se fait pas tout seul. On peut avoir la prédisposition pour être très, très indépendant, mais si personne nous aide ou personne ne nous fait confiance, on va pas y arriver. Donc, je suis énormément reconnaissante parce que je sais que j'ai appris un métier dans ces 3 ans et que je sais que je l'ai. Quoi qu'il arrive, je l'ai. Et c'est au cours de ma collaboration aussi, c'est dès la première année que j'ai dit, voilà, moi j'aime danser, je danse. Et il me faut du temps pour danser, parce que sinon je vais pas travailler. Et du coup, ça, tu leur as dit, je dis beaucoup trop du coup, je vais payer beaucoup trop d'euros à cause de ce... Tu leur as dit à l'entretien d'embauche, tu leur as dit, c'est important pour moi la danse, il va me falloir du temps, je rejoins votre cabinet, mais il faut que je puisse danser. Ou ça, tu leur as dit après? Après. Je pense que je suis quand même un peu maligne. Et parce qu'il faut quand même connaître la personne et il faut donner du temps pour savoir comment je peux m'organiser. Donc, c'était pas sûrement pas à l'entretien. C'était une fois que j'étais arrivée et j'ai dit, voilà, j'aime ça. À la base, la première année, ça n'a pas du tout empiété sur mon travail. Parce que je le faisais vraiment le week-end ou parfois, et c'était moins important. Et la deuxième année, par contre, ça a pris vraiment beaucoup de place. Comment ça? Du coup, j'allais, par exemple, les pauses déjeuner. Et je travaillais. Ça empiétait pas sur mon travail, dans le sens où j'ai toujours fait mon travail. C'est juste que j'ai aménagé mes horaires, comme j'ai toujours fait toute ma vie. Donc, je prenais une pause déjeuner de 2 heures, 2 heures et demie, et j'ai resté jusqu'à 22 heures. Ça me dérangeait pas. C'était ma façon de faire. Le travail, je le finissais toujours à temps. C'était juste que j'avais besoin de ces 2 heures de pause. Je sais que ça se fait pas dans les cabinets trop de laisser le collaborateur aménager ses horaires, mais pour moi c'est essentiel, sinon je travaille pas bien. Et ça c'est pas la peine en fait de m'avoir si je travaille pas à mon max parce que je suis pas contente. Donc je le sais, je suis hyper dynamique, je peux faire plein de choses, je suis explosive, mais il me faut certaines conditions. Et ils l'ont compris, ils ont été hyper compréhensifs là-dessus. Et donc, il n'y avait pas de problème pour ça. Quand j'ai dit que je voulais avancer aussi dans ma carrière de danse. Ça voulait dire quoi pour toi, avancer dans ta carrière de danse? En fait, tout est né avec ma brillante idée. Ma première ou deuxième année de collaboration, j'ai dit, voilà, je veux ouvrir une compagnie de danse du barreau de Paris. Voilà, ça c'est mon projet. Je veux faire ça. Et du coup, je me suis tout de suite rapprochée de la personne qui était avant responsable de cette compagnie, parce que ça existe déjà en association. Un contact qui a pas été formidable, parce qu'il est parti, il est plus avocat, c'était compliqué. Mais il a quand même pris le temps de m'expliquer que si j'étais pas qui pour chercher des profs et pour payer des profs dans cette association, ça aurait été compliqué. Parce que, voilà, il m'a dit, j'ai énormément galéré pour avoir des profs de danse qui intervenaient, parce qu'après, il y a des contrats avec l'association. Voilà. Je fais, OK, bing, idée. Je deviens prof moi-même de danse. Comme ça, je peux donner mes propres cours. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à me préparer pour passer l'examen, pour entrer en formation de diplôme d'état de danse. Comment ça se passe, cet examen? C'est un peu comme le CRFPA. Donc, tu as un premier concours d'entrée et on appelle ça l'EAT. Donc, c'est un examen d'aptitude technique et où, en fait, tu présentes une chorégraphie, une variation libre en variation imposée. Et tu as un entretien. Donc, tu donnes les références, ton projet, etc. Donc, ça, je l'ai passé l'année dernière. Et, ça représente beaucoup de travail? Oui. Quand tu le passes en candidat libre, je me rends pas compte, donc c'est une question hyper naïve. Et disons que pour maintenir un bon niveau de danse,
c'est un entraînement déjà régulier, de moins 1 heure et demie le matin. Et puis, au moins 3 ou 4 cours par semaine. Au moins. C'est vraiment le minimum. Et donc, toi, tu faisais ça, tu as fait ça dans le cadre de ce studio à Bastille. C'est ça. Je faisais du coup du yoga et du renforcement musculaire à la maison avant d'aller au cabinet, donc vers 7 heures, quoi. Et au moins 1 heure. Et puis je marchais ou je prenais mon vélo. Après, du coup, les pauses déjeuner, c'était 2 ou 3 fois par semaine. Je faisais la navette Champs-Bastille. Sinon, c'était le soir, après aussi. Et après, c'était le week-end, le samedi et le dimanche. Comme ça, j'avais plusieurs heures de danse dans la semaine. Et le samedi-dimanche, en plus, je réservais des salles pour pouvoir... travailler tes chorégraphies. Voilà. Et faire des stages. J'ai passé l'été aussi à faire des stages pour préparer mon imposé. Donc, c'était beaucoup de travail. Sachant que j'avais aussi passé, du coup, l'école de la défense pénale en septembre, qui m'a aussi pris un peu de temps. Mais bon. Et du coup, ça, je l'ai eu. Je l'ai eu l'année dernière, en novembre, du coup, j'ai eu les résultats. Et donc, c'est pour ça, voilà, du coup, j'ai un livret de formation par le ministère de la Culture. Et donc là, je peux passer à la première année de ce diplôme d'état de professeur de danse, qui sont des examens théoriques de anatomie, histoire de la danse et musicologie. Et donc, hier, j'ai passé anatomie. Et dans 2 semaines, je passe histoire de la danse et musique, je ne sais pas trop. Et après, il y a une deuxième année de pédagogie où on apprend vraiment à dispenser des cours aux enfants, aux adultes, etc. Et donc, je me suis investie dans ça. Je veux aussi ce diplôme. Et je veux encore travailler pour mon projet à la fin. Il n'est pas du tout abouti. Il y a toujours, quand on monte un projet, il y a une idée. Et après, pour la réalisation, il y a vraiment pas mal du temps, je trouve, qui passe. Ça vient jamais quand on veut. On passe toujours par des voies différentes et ben c'est pas grave, on prend des risques. Si ça passe pas, on peut toujours revenir à la case arrière. C'est pas très compliqué. Toi, c'est ton projet, il évolue parce que justement, il y a des choses qui font que ça se passe pas comme tu l'avais prévu et que nanana. Ou est-ce que c'est aussi qu'au fur et à mesure du temps qui passe, tu enrichis ton projet, tu le penses différemment et donc du coup, ça dévie ça dévie l'aboutissement, quoi. Oui, je le pense différemment. J'essaye aussi de trouver en fait les bons points d'aboutissement parce que il faut que ce soit pas un projet comme ça abstrait ou qui après puisse être abandonné facilement. Et donc en fait, pour le moment, c'est quoi? Pour le moment, c'est passer c'est avoir ton diplôme. C'est avoir mon diplôme. Et objectif long terme, je sais que ça va être ça, c'est que je veux travailler comme avocate. Moi, je reste avocate. J'aime ce que je fais, j'aime tout de mon travail, hein, franchement. Un peu moins l'histoire des cotisations, etc. Mais à part ces aspects purement comptables, le reste, j'adore. J'adore le tribunal, j'adore le pénal, je fais des gardes à vue tout le temps, j'adore tout. Mais peut-être mettre à mon compte donc travailler comme avocate en droit des affaires, en pénal, en propriété intellectuelle et être prof de danse. C'est voilà. Avoir un centre à toi Avoir ou un centre que en ce moi. soit toujours lié à la profession d'avocat, te dire que c'est dans le cadre de l'association, dans ton centre. Et s'il y a des avocats, tant mieux, mais... Je sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça peut être effectivement dans les cas d'une association du barreau, ça peut être juste mon école. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais je sais qu'en ce moment, je travaille pour ça. Je veux cette indépendance. Je sais qu'il n'y a pas encore de structure peut-être qui existe qui permettent aux jeunes collaborateurs de voir ça. Et donc, je le fais moi-même. Je me crée mon travail et ma passion.
Tu veux dire, il n'y a pas de structure qui existe qui permette aux collaborateurs d'avoir ça? Tu penses, parce qu'il y a des écoles de danse classiques, est-ce que c'est que tu trouves qu'elles ne sont pas adaptées au rythme de vie des collaborateurs et donc tu voudrais proposer quelque chose avec, je sais pas, une organisation, un truc, machin, qui soit plus pratique pour les collaborateurs en cabinet d'avocat? Ou tu vois, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que non, c'est plus par rapport au cabinet d'avocats et ce qu'ils peuvent offrir, par exemple, cette flexibilité. Je pense elle a vachement augmenté grâce au Covid, hein, avec le télétravail, etc. Mais il y a des cultures où le sport ou l'art, c'est beaucoup plus valorisé. Et moi, c'est un constat qui est complètement subjectif, hein, mais je pense que le sport et l'art sont pas très, très valorisés quand on est un professionnel d'autre chose par nos confrères, nos camarades à l'école, peu importe, dans le milieu professionnel, c'est pas trop valorisé. En tant qu'avocat, ce qui est valorisé, c'est faire des marathons, faire de la boxe et faire du théâtre aussi, j'imagine. Mais si j'ai fait des marathons, hein, j'ai marché 53 km, mais être danseuse, c'est tellement plus. Ça demande, je suis désolée, mais ça demande tellement plus de travail, d'endurance, de discipline. C'est incroyable, en fait. On ne se rend pas compte à quel point on peut être un athlète de très haut niveau en faisant la danse, tout en étant un artiste, interprète, où en fait on ne donne rien à voir de ce que l'on souffre quand on le fait. C'est pour ça, je pense qu'on ne comprend pas à quel point c'est difficile, parce qu'on a toujours l'air très joyeuse. mais voilà, c'est ça. Et donc, tu as mis fin à ta collaboration avec DGA. Ça s'est terminé. C'était justement parce que tu ressentais l'envie de pouvoir plus t'investir encore dans la danse. C'était juste le sentiment que la collaboration s'était terminée pour toi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fin de collaboration? Il y a effectivement l'envie de continuer cette formation de danse. Et j'aime bien faire deux choses en même temps, mais je suis aussi consciente quand je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et je sais qu'à un moment donné, il faut donner un peu plus de place à la danse si je veux vraiment que ce soit dans ma vie. Et c'est aujourd'hui le moment parce que je suis encore jeune et j'ai besoin de faire ça maintenant. Et je ne peux pas assurer une bonne qualité de travail en tant que collaboratrice à plein temps avec le projet que je veux monter. C'est juste, je ne veux pas dire que je ne peux pas travailler à côté des études. C'est pas ça. Je prends mes dossiers perso, je peux faire mes gardes à vue, je peux mettre à mon compte une collaboration à temps partiel. Mais à temps plein, je n'y arrive pas. Et vous en avez parlé? Oui et non, parce que à côté de ça, il y a aussi, je suis en couple, hein, et mon compagnon, du coup, il finit sa thèse. Et il a du coup pour projet de partir à l'île de la Réunion, à faire un projet de développement de l'agriculture biologique sur l'île réunionnaise. Et du coup, qui devrait se faire en octobre. Et j'ai l'intention quand même de le suivre. Ça ne m'embête pas du tout. Ça me gêne pas dans mes projets. Et du coup, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est pas la peine de continuer si je pars aussi loin. Si j'étais plus proche, on aurait pris un autre pli où on aurait pu collaborer d'une manière différente. Bah oui, parce que moi, je pense que en tout cas, c'est ton ancien associé qui m'a écrit pour te recommander. Je pense qu'il a beaucoup d'admiration pour ton travail et pour la manière dont tu as géré cette histoire et tes études de danse en parallèle de la collaboration. Je mets ma main au feu que sans cette raison privée qui t'invite à aussi potentiellement quitter Paris, ils auraient... Ok, je comprends mieux. Donc c'est pas... C'est pour ça, je savais que j'allais quitter Paris cette année, donc c'était pas la peine. Et tant que je suis là, voilà, je fais encore des audiences avec le cabinet. Voilà, je reste en contact avec eux et dès que je suis disponible, si je peux travailler avec eux, c'est avec énormément de plaisir. Et j'aimerais bien que d'autres cabinets en fait puissent adopter ce modèle de pas collaborateurs, de sous-traitance aussi. Mais ça se développe. Moi, vrai. on m'en parle. Franchement, on m'en parle souvent. Donc, je pense
Et je disais ça dans une... tu vois, j'ai fait une interview, je pense que je la diffuserai avant de diffuser ton interview mardi, d'une avocate qui fait du restructuring, de la restructuration des entreprises en difficulté. Et elle, en fait, elle s'est installée il y a pas longtemps et elle fonctionne énormément en sous-traitance pour des structures qui ou n'ont pas de restructuring en interne, ou ont un surplus d'activité, ou c'est des deals qui sont en dessous de ce qu'ils prennent eux parce que ils ont des objectifs en termes de facture, enfin des objectifs de typologie de dossier de clients qui font que. Et du coup, elle travaille énormément comme ça. Et donc, elle a aussi construit un business model autour de ça. Moi, j'ai une cliente qui fait ça sur des problématiques de données personnelles et de droit de l'informatique. Voilà. Ah mince, c'est pas possible. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a des travaux à côté de chez moi, je suis désolée. Tout ça pour dire que ça se développe, voire ça a toujours été le cas, c'est juste qu'on en parle de plus en plus. On en parle pas trop, je trouve. En tout cas, j'avais jamais entendu parler de ça avant de la collaboration où des fois on avait des dossiers perso grâce à des confrères, etc. Et donc j'ai entendu parler de la sous-traitance il y a 2 ans la première fois. Et je trouve que c'est pour les jeunes collaborateurs, ça me dérangerait pas d'être freelance comme les ingénieurs ou les informaticiens, où en fait on a des cabinets d'avocats, ils ont des clients, ils n'arrivent pas à gérer tous les dossiers, ben ils se traitent un dossier. Tu peux envoyer par exemple ton travail pour qu'ils évaluent ton travail, tu passes un entretien pour voir, tu es mis dans un database et ça se passe très bien. L'idée de la clientèle, voilà, je pense que ça peut être un bon business model, ça. Ouais, mais vraiment, encore une fois, moi je suis persuadée que ça se pratique beaucoup plus qu'on ne l'imagine, c'est juste qu'on n'en parle pas. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas, c'est que ça probablement vocation à changer. Il y a peut-être un truc autour du fait que c'est plus prestigieux, que ce soit ses clients directement et pas un cabinet d'avocats qui sous-traite. Et en réalité, moi, je vois pas ce qu'il y a de moins prestigieux. Enfin, c'est super d'avoir la confiance des confrères qui ont tellement confiance en nous, qui sous-traitent ou co-traitent des dossiers parce que surplus d'activité ou parce que incompatibilité ou que sais-je. Et voilà. Donc non, enfin moi vraiment, j'en vois de plus en plus et des cabinets qui ont une clientèle. Pareil, je diffuse dans 2 semaines l'interview d'une personne. J'en ai déjà parlé, mais il était collaborateur dans un cabinet en propriété intellectuelle, qui faisait presque exclusivement de la sous-traitance pour des gros cabinets. Et donc, ils avaient des superbes clients finaux, tu vois, les clients indirects. C'était des très, très beaux dossiers, des très, très belles entreprises. Et pourtant, c'était une toute petite structure de niche, tu vois. Parce que... Et donc, écoute, franchement, moi, tant mieux, je trouve qu'on en parle Non, ça, c'est important. Je pense que tu peux avoir confiance là-dedans. Il faut que tu te manifestes auprès de ces cabinets et puis le bouche-oreille va fonctionner. C'est ça, parce que en vrai, la collaboration libérale, c'est un peu ça. Hein. Mais la collaboration libérale, c'est censé être ça. C'est juste que c'est à plein temps, et donc en fait, c'est du freelance à plein temps, et donc en fait, c'est du salariat déguisé. Bon, on en revient là-dessus, tu vois. Oui, on en revient toujours, mais la question, c'est du moment où tu peux avoir une structure à toi et tu peux être en fait collaborateur libéral. J'aimerais bien dans un monde idéal où ce soit aussi les jeunes avocats qui ont un peu le pouvoir de dire ben voilà, moi je suis une force de travail, je connais la valeur de mon travail, je peux vous aider, et pas être toujours dans la demande, dans le besoin. On a toujours l'impression que les jeunes avocats c'est des petites créatures fragiles qui galèrent dans le monde du travail. En fait non, quand tu as des bons collaborateurs, c'est très valorisant pour un cabinet, et si tu sais que tu travailles bien, je suis pas du tout la meilleure. Hein. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que moi et quelqu'un de pire que moi. Donc, je suis toujours dans l'humanité. Mais je sais que je peux refaire du travail et du bon travail. Et dans ce cas-là, c'est un atout. Donc, j'aimerais bien... je sais pas encore quelle forme exactement prendra... ma profession d'avocat. Je pense qu'à La Réunion, je chercherais plutôt une collaboration libérale parce que maintenant, j'ai pas du tout le temps de me faire une clientèle ou quoi que ce soit. Ça va être déjà assez dépaysant le reste. Donc, je pense que j'aimerais bien une collaboration à La Réunion, et puis pour la rentrée, je verrai.
Ok, super. Donc là, on a parlé de ta projection pour l'avenir. Quelle est ta dernière joie, Eleonora? Ma dernière Joie. Ma dernière joie. D'accord, non, je ne veux pas dire celle d'aujourd'hui, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment une joie. Surtout que tu as écrasé un pigeon en venant. J'ai écrasé un pigeon. Voilà, c'est ça. Genre, donc, c'était pas vraiment une joie. Alors, c'est une question assez difficile parce qu'il faut savoir que quand on change autant, on pense que quand on a des profils comme ça, qui font plein de choses, qui s'investissent énormément, c'est toujours facile. Et en fait, je pense il faut arrêter de penser que voilà, c'est juste incroyable, tout est parfait. On s'investit beaucoup, on travaille beaucoup, beaucoup pour avoir plein de projets. Et donc, il y a des phases où il n'y a pas énormément de joie parce qu'on est dans le travail. Et c'est ça qui donne la force aussi. Donc, c'est pas le moment où je vais jouir de mes résultats, c'est le moment où je m'investis. Parce que c'est comme ça qu'on monte tous les projets de la vie. Donc je dirais que, je sais pas, ma joie, ça a été juste danser. Hein. Juste danser, avoir mon examen de danse, me dire que à 30 ans, en fait, je l'ai encore, je l'ai passé avec des super notes, meilleures que celles de droit. Et je pensais pas l'avoir, je pensais pas être légitime dans ça et j'ai juste énormément travaillé et je vois un retour de tout mon milieu de danseurs qui aujourd'hui me voient un peu comme l'une d'entre elles. Donc je suis acceptée dans cet autre monde qui est totalement différent par rapport au monde des avocats, mais pas pour le mieux ni pour le pire, c'est juste j'ai la chance de vivre plusieurs vies en une. Et voilà, ça c'est un peu ma joie. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? En fait, moi je suis pas très à la mode comme fille. Et du coup, j'ai comme des comment dire ça, j'ai toujours une ou deux robes en fait que je porte quand je vais au tribunal ou quand je vais voir des clients. Parce que de toute façon, c'est comme un uniforme. Quand je suis avocate, je suis en uniforme. J'ai ça, donc j'ai une robe noire et j'ai des pantalons noirs avec une chemise noire. C'est vraiment la base. C'est ton uniforme. C'est mon uniforme en dessous de l'autre uniforme. Merci beaucoup, Eleonora. Merci à toi. C'était très agréable et très plaisant.